L'invocation glaciale, l'ère glaciale du bureau du haut commandement mordait les joues de Claude Renaud, un présage du voyage à venir. Dehors, le gris perpétuel d'un hiver parisien s'accrochait aux fenêtres, reflétant la réalité sinistre de la guerre. À l'intérieur, la pièce était pour spartiate, dominée par un grand bureau en chêne poli derrière lequel siégeait le général Armand, son visage un masque de résolution impénétrable. Claude se tenait au garde à vous, son souffle formant une légère buée dans le froid. Il avait été convoqué sans explication, une occurrence courante en ces temps tendus, mais l'urgence dans la voix de l'aide de camp avait été indéniable. Toi, Renaud, commença le général Armand, sa voix un grondement sourd qui semblait vibrer à travers les planches du plancher. Vous avez prouvé votre capacité à la discrétion et à l'ingéniosité à maintes reprises. Votre bilan dans les Carpates, vos solutions techniques sur le front de l'Est, ils parlent d'eux-mêmes. Claude inclina légèrement la tête, reconnaissant l'éloge rare sans trahir d'émotion. Son esprit, toujours analytique, tentait déjà de déchiffrer le préambule du général. Ce n'était pas une récompense pour service au passé, c'était le prélude à une nouvelle mission, sans doute exigeante. Armand poussa un épais dossier scellé sur le bureau. Ceci est classé niveau Oméga. Vous ne parlerez de son contenu à personne, pas même à vos subordonnés les plus fiables, jusqu'au moment approprié. Toute violation entraîne la peine maximale. Son regard, acéré et sans ciller, transperça Claude. Claude prit le dossier. Le papier était froid et lourd dans sa main gantée. Compris, général. Bien. À l'intérieur, vous trouverez vos nouveaux ordres. Votre mission, capitaine, est de construire une installation. Une installation très spécifique, dans un lieu peu conventionnel. Armand marqua une pause, laissant l'implication s'installer. L'Arctique, plus précisément, une île isolée au nord du Svalbard. Une lueur de surprise vite réprimée traversa les traits de Claude. L'Arctique. Ce nom évoquait des images de glace infinie, de vents mordants et d'une désolation qui éclipsait même les champs de bataille les plus arides. Son esprit d'ingénieur calcula immédiatement les immenses défis logistiques. Vous disposerez d'une petite équipe triée sur le volet, des spécialistes dans leur domaine, bien qu'ils ne connaîtront pas l'ampleur totale du projet. Votre histoire de couverture sera une station météorologique. Cependant, le véritable objectif de cette installation est bien plus crucial pour l'avenir du Reich. Armand se pencha en avant, sa voix tombant à un murmure. Ce sera un sanctuaire. Arrivé au fjord fantôme, le hurlement strident de la glace contre la coque cessa enfin, remplacé par le mugissement du vent qui semblait venir de toutes parts à la fois. Le capitaine Claude Renaud se tenait sur le pont du petit navire, agrippant la rambarde métallique glacée, observant le paysage désolé qui se déployait. Le vent du nord, un robuste cargo renforcé pour la glace, avait navigué les eaux traîtresses au nord du Svalbard, se frayant un chemin à travers des flats qui semblaient la moins des obstacles que les dents d'une bête ancienne. À présent, il reposait, ses moteurs coupés dans les confines étroits de ce que les cartes appelaient vaguement fjord des murmures. Pour Claude, c'était plutôt le fjord fantôme. L'air mordait avec une férocité qu'il n'avait qu'imaginée. Une neige fine, comme du verre en poudre, fouettait le pont, piquant ses joues exposées. Le ciel au-dessus était d'un gris meurtri, se fondant sans transition avec les pics escarpés et dentelés qui s'élevaient abruptement de la mer gelée. Aucun signe de vie, pas d'arbres, pas de buissons, juste une étendue monochrome infinie de roches et de neige. L'isolement était profond, un poids physique qui pesait sur sa poitrine. Eh bien, capitaine, la voix rauque du sergent Olivier Moreau trancha le vent. On dirait qu'on a trouvé la fin du monde. Olivier, emmitouflé dans des couches de laine épaisse et de toile, tapa des pieds, un nuage de neige s'échappant de ses bottes. Autant être sur la lune. Claude hocha la tête, son regard balayant le fjord. C'est pristine, sergent, intact, exactement comme le général l'a décrit. Il sentit un frisson, non pas du froid, mais de l'étrange immobilité du lieu. C'était beau dans sa rudesse, mais aussi terrifiant dans son indifférence brute. En dessous, la passerelle grinça en descendant, un son incongru dans l'immense silence. Le soldat Émile Simon, un jeune homme dont la nature joviale habituelle avait été lentement érodée par des semaines en mer, trébucha légèrement en posant le pied sur la rive enneigée. Il ajusta le lourd sac sur son dos, son souffle formant des panaches dans l'air glacial. « Capitaine, il fait plus froid que prévu, murmura-t-il, sa voix à peine audible contre le vent. Claude l'observa, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Simon était un bon soldat, mais l'Arctique était un ennemi d'un autre genre. « Bouge-toi, Simon, reste au chaud. On installe le camp d'abord, ensuite on parle. » Le caporal Lucien Caron, un homme de peu de mots et d'encore moins d'émotions visibles, déchargeait déjà l'équipement avec une efficacité pratiquée. Ses yeux, de la couleur de la glace des glaciers, scrutaient inconstamment les environs, captant chaque nuance du terrain impitoyable. Il bougeait avec une compétence discrète, en contraste marqué avec les expressions légèrement perplexes des autres hommes. Le docteur Isabelle Valois, son visage partiellement masqué par une épaisse capuche bordée de fourrure, émergea de
L'intérieur du navire portant une lourde mallette d'instruments géologiques. Elle marchait d'un pas déterminé, son regard fixé non sur la désolation, mais sur les faces rocheuses exposées qui les dominaient. Capitaine Renaud, lança-t-elle, sa voix nette malgré le froid. Les formations géologiques sans sont fascinantes. Un exemple clair d'un soulèvement et d'une érosion significatifs. Cela pourrait être idéal. Claude ressentit un sursaut momentané de détermination. Le détachement scientifique d'Isabelle était une encre bienvenue dans l'agitation ambiante. Idéal pourquoi, docteur demanda-t-il, bien qu'il connût la réponse. Elle fit un large geste de sa main gantée. Pour la dissimulation, capitaine, une forteresse naturelle. La roche ici est du granit, je crois, incroyablement stable, incroyablement difficile à percer sans les bons outils. La première priorité était l'abri. Les hommes, leurs mouvements raidis par le froid et la fatigue, commencèrent à décharger les sections préfabriquées de leur baraquement temporaire. C'était une structure utilitaire, conçue pour un assemblage rapide et une protection maximale contre les éléments, mais même ainsi, le travail était ardu. Le vent arrachait la toile, menaçant de la déchirer de leurs mains. La neige s'accumulait dans chaque recoin, rendant leur assise précaire. Olivier grogna, luttant avec un boulon récalcitrant. « Cet endroit ne veut pas de nous. Je le sens. Les esprits de la glace n'aiment pas les visiteurs. »« Concentre-toi sur la tâche, sergent, » ordonna Claude, ses propres mains engourdies, malgré ses gants épais. Il travaillait à leur côté, soulevant du bois, fixant des haubans, donnant l'exemple d'une résolution infatigable. Il savait que ces hommes comptaient sur lui, et il ne pouvait se permettre de fléchir, alors que le soleil, un disque pâle et anémique, commençait sa lente descente vers l'horizon, projetant de longues ombres meurtries. Sur le fjord, le camp rudimentaire prit forme. Une grande tente unique, renforcée de cadres en bois, résista au vent. À l'intérieur, un petit poêle de campagne crépitait, offrant une chaleur maigre mais vitale. L'air était saturé d'odeurs de toile, de sueur et de fumée de bois. Claude sortit, laissant derrière lui la lumière tamisée et le murmure bas de ses hommes. Il marcha jusqu'au bord de leur petite clairière, ses bottes crissant dans la neige fraîche. Le silence était immense, brisé seulement par le hurlement du vent et le craquement rythmique lointain du navire. La bouche du géant, la tempête, une bête indomptée de glace et de vent, les avait harcelés pendant 3 jours, brouillant la ligne déjà floue entre le ciel et la terre gelée. Claude avançait à travers elle, chaque pas un acte délibéré de volonté contre le froid mordant et la neige qui montait jusqu'à sa taille en congère. Son souffle formait des panaches blancs, un fantôme éphémère dans la pénombre arctique. Moreau, son visage un masque d'inconfort sous une couche de givre, trébuchait derrière lui, marmonnant de bas jurons sur les esprits du Nord. Simon, perpétuellement épuisé, marchait en silence, sa pelle un poids familier. Seul Caron semblait vraiment à l'aise, sa démarche assurée même sur la roche glissante de glace, ses yeux scrutant le blanc tourbillonnant pour quelque chose que lui seul pouvait voir. Le docteur Valois, emmitouflé dans des couches de vêtements isolants qui atténuaient ses mouvements habituellement vifs, était d'une autre forme de ténacité. Elle avançait avec un but qui transcendait les épreuves physiques, son marteau de géologue à un compagnon constant, tapant contre les faces rocheuses, exposées dès que le vent offrait un bref répit. Elle ne cherchait pas un chemin, mais une histoire gravée dans le granit. « Les spécifications du général sont précises, capitaine », avait-elle déclaré lors de leur première matinée de reconnaissance, sa voix étonnamment nette malgré le froid. Roche dense, stable, aucune faille majeure, et, bien sûr, une dissimulation naturelle qui peut être renforcée. Claude se rappelait ces mots en l'observant maintenant, une petite silhouette contre un éclaircissement momentané du ciel. Elle préleva un échantillon d'une falaise abrupte, l'examinant avec une loupe de joaillier, son front plissé de concentration. Le vent fouettait ses cheveux, mais elle restait indifférente, perdue dans le langage silencieux de la pierre. Les jours se fondaient ensemble les uns dans les autres, marqués seulement par la douleur croissante dans leurs os et la consommation lente de leurs rations. Ils traversaient un paysage de pics dentelés et de ravins profonds et ombragés, le fjord des murmures tenant sa promesse avec le cri constant et lugubre du vent. Claude sentait l'isolement s'infiltrer en lui, une présence glaciale qui faisait écho au vide immense autour d'eux. Il poussait ses hommes, non par des ordres criés, mais par son propre exemple inébranlable, son silence un fardeau plus lourd que n'importe quel commandement. Un après-midi, alors qu'une rafale particulièrement vicieuse manqua lui arracher sa capuche, Claude vit Caron s'arrêter brusquement, son regard fixé sur une section discrète et banale d'une falaise. Il n'y avait pas de crevasse évidente, pas de surplomb dramatique, juste une étendue grise uniforme. Pourtant, quelque chose dans la posture de Caron, une immobilité soudaine, attira l'attention de Claude. « Qu'y a-t-il, caporal » demanda Claude, sa voix basse, presque perdue dans le rugissement du vent. Caron ne répondit pas immédiatement. Il leva simplement une main gantée, pointant. L'air, dit-il enfin, sa voix un murmure rocailleux. Il change là, et la neige, elle ne s'y dépose pas pareil. Le docteur Valois, alerté par leur pause, les rejoignit, ses mouvements étonnamment agiles sur le terrain inégal.
Elle regarda dans la direction indiquée par Caron, son scepticisme scientifique luttant contre une curiosité naissante. Une anomalie thermique, peut-être murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour eux. Ou un fort courant ascendant localisé. Ils avancèrent les indices de subtils les guidant. En s'approchant, la neige semblait effectivement s'amincir dans une bande verticale particulière le long de la falaise, comme si une respiration constante et invisible la tenait à distance. L'air, lui aussi, semblait subtilement différent. Un froid moins mordant, peut-être, ou une qualité étrange, presque humide, dans l'air autrement desséché. « C'est une ombre, capitaine, grogna Moreau, ajustant son sac. La montagne nous joue des tours. Mais Claude sentit un frisson d'anticipation. Il faisait confiance aux instincts de Caron, aiguisés par une vie dans cette terre impitoyable. Ils atteignirent à la base de la falaise, la roche abrupte s'élevant sur des centaines de mètres au-dessus d'eux, un mur formidable et inflexible. Le docteur Valois commença son examen méthodique, tapant, grattant, analysant. Elle passa sa main le long de la paroi, ses doigts traçant des lignes invisibles. Granit, confirma-t-elle, sa voix portant une note de satisfaction. Solide, excellente résistance à la compression. Puis ses yeux s'écarquillèrent. Et regardez ici. Elle pointa une fissure faible, à peine perceptible, presque parfaitement camouflée par les stries naturelles de la roche. Ce n'était pas une craquelure, mais une ligne, un soupçon de séparation. Alors qu'il l'étudiait, un grondement bas, faible mais distinct, résonna depuis les profondeurs de la falaise. On aurait dit la montagne elle-même soupirant. « Une entrée », dit Claude, les mots une exhalation discrète de soulagement et de crainte. Avec un regain de vigueur, ils dégagèrent la neige et les éboulis. Ce qui émergea n'était pas une simple fissure, mais une colossale crevasse obscurcie par des millénaires de neige soufflée par le vent et d'éboulis. C'était une gueule béante, une fente verticale sombre dans le granit, assez large pour qu'un homme y entre, ses profondeurs enveloppées d'une obscurité impénétrable. L'air qui en émanait était calme, presque tiède, un contraste frappant avec le vent mordant dehors. Il sentait la terre humide et quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien et d'intact. Caron, toujours observateur, s'agenouilla, passant sa main sur le sol de l'entrée naissante. « Aucune trace, déclara-t-il, sa voix étouffée. Aucune bête n'en a fait son antre. » Le docteur Valois, son visage illuminé par un triomphe scientifique, sortit une puissante torche de son sac. Elle dirigea son faisceau dans les ténèbres. La lumière lutta contre l'immensité intérieure, révélant seulement le premier tronçon d'un vaste tunnel naturel, ses parois luisantes de glace et d'humidité, disparaissant dans une noirceur apparemment sans fin. C'était une cathédrale taillée par le temps géologique, un secret gardé par l'Arctique depuis des âges immémoriaux. « C'est parfait, souffla-t-elle, sa voix emplie d'émerveillement. La bouche d'un géant, capitaine, et elle est à nous. Combat sur les routes de glace, le rugissement grondant du brise-glace. Fenris résonnait sur l'eau glaciale, un son devenu l'hymne indésirable de leur existence. Le capitaine Renaud se tenait sur la jetée improvisée, une silhouette décharnée contre le ciel perpétuellement gris, son souffle formant des panaches comme de la fumée. Chaque muscle de son corps était tendu d'une tension qui ne semblait jamais se dissiper complètement. Le Fenris, une vieille bête d'acier et de rivets, était une bouée de sauvetage critique, mais fragile. « Il arrive trop vite, capitaine. » La voix d'Olivier Moreau, rauque comme du gravier, perça le vent. Il désigna de sa main gantée le vaisseau massif, qui semblait lutter contre un démon invisible sous la surface. Renaud plissa les yeux. La banquise, dense et impitoyable, avait resserré son emprise pendant la nuit. Le navire, déjà légèrement incliné par une collision précédente, traçait un chemin lent et agonisant, sa proue gémissant en protestation. Soudain, une colossale plaque de glace, de la taille d'une petite maison, surgit sous le Fenris, projetant une gerbe d'eau gelée haut dans les airs. Le navire tangua violemment à bâbord, son arrière s'élevant alarmant de l'eau. Les hommes sur le pont se précipitèrent, leurs cris engloutis par le vent. « Bon sang, homme, tiens-le droit !» marmonna Renaud, ses phalanges blanchies en serrant ses jumelles. Pendant un moment terrifiant, le Fenris resta suspendu, vacillant au bord du chavirement, un témoignage de l'indifférence brutale de l'Arctique. Puis, avec un frisson qui résonna même sur la rive, il se redressa lentement, de la vapeur sifflant de ses tuyaux malmenés. Moreau laissa échapper un long souffle tremblant. « Le Nord ne veut pas de nous, capitaine. Pas un seul morceau. » Sa superstition était une compagne constante, surtout quand les éléments se retournaient contre eux. Renaud égrogna simplement, son regard fixé sur le navire qui raclait enfin contre les pilotis en bois. La rampe descendit dans un grincement de protestation et une file d'hommes épuisés entama la tâche ardue du déchargement. Des caisses, certaines portant l'insigne sinistre de la Wehrmacht, furent tissées, beaucoup gorgées d'eau ou écrasées. Une palette de rations en conserve s'ouvrit, répandant son contenu sur la glace. La moitié est fichue. La voix d'Émile Simon, habituellement vive, était teintée de désespoir alors qu'il examinait un tas de bois éclaté. Quoi sert un marteau si le manche est cassé ? Moreau donna un coup de pied à une caisse endommagée de fournitures médicales.
C'est un miracle que quoi que ce soit arrive ici, Simon. Essaie de dire ça au général, tout. Il pense probablement qu'on fait un pique-nique. Il marqua une pause, secouant la tête. Ce froid, il s'infiltre dans tout, dans les hommes, dans les machines, dans l'âme même de l'endroit. Plus tard dans l'après-midi, un autre type de rugissement déchira l'air. Le sifflement aigu de moteurs luttant contre des vents de force tempête. 3 avions de transport Junkers Ju-52, leurs ailes incrustées de givre, apparurent comme des taches sombres contre le ciel gris tourbillonnant. La piste de glace improvisée, marquée par des bidons d'huile et des fusées éclairantes vacillantes, était à peine visible à travers la neige tourbillonnante. « Ils arrivent au bas », observa Renaud, sa main allant instinctivement à son pistolet à sa hanche. Non que cela servirait contre un avion qui tombe, mais c'était un réconfort familier. L'avion de tête rebondit violemment à l'approche, son train d'atterrissage dérapant sur la glace inégale. Pendant un moment qui arrêta le cœur, il vira brusquement, menaçant de plonger dans la baie gelée. Les hommes au sol, habitués au chaos, retinrent leur souffle. Avec un dernier soubresaut écœurant, le pilote ramena l'avion sur la piste, l'arrêtant dans un halètement. Les 2 autres suivirent, leurs atterrissages tout aussi périlleux. Quand les portes de chargement s'ouvrirent, un souffle d'air glacé mêlé d'odeurs de carburant d'aviation les assaillit. D'autres caisses sortirent, certaines bosselées, d'autres fuyant leur précieux contenu. Une pile de bâches en toile, destinées à protéger leur camp naissant, gisait en lambeaux. « Les bidons de carburant sont à moitié vides, capitaine », rapporta un membre d'équipage au sol épuisé, son visage bleu de froid. « On dirait qu'ils en ont perdu pas mal en transit. » Renaud s'agenouilla, passant une main gantée sur un tuyau gelé et éclaté destiné à leur système de chauffage. Le froid était un ennemi constant, insidieux, endommageant, affaiblissant, et érodant lentement leurs plans soigneusement élaborés. Le délai du général planait, un poids fantôme sur ses épaules. Il connaissait le coup de l'échec. Il regarda Simon, dont le visage était marqué d'un mélange d'épuisement et de frustration. « Simon, évalue les dégâts des tuyaux de chauffage. Moreau, essaie de récupérer ce que tu peux des bidons de carburant. Chaque goutte compte. » Moreau hocha la tête, son attitude bourrue momentanément adoucie par une lueur de compréhension. « Oui, capitaine, on fera ce qu'on peut. Mais je te le dis, cet endroit, il ne casse pas juste les choses, il essaie de nous briser. » Renaud observa les hommes, leurs silhouettes voûtées, contre la neige battante, luttant non seulement contre les fournitures endommagées, mais contre l'environnement implacable et écrasant. Il ressentait le poids de leur lassitude, de leur désespoir croissant. Il savait que Moreau avait raison. L'Arctique n'était pas seulement un défi physique, c'était un défi psychologique. Et la lutte pour simplement exister, sans parler de construire une forteresse, ne faisait que commencer. La fureur de la tempête l'air à l'intérieur de la fissure bourdonnait d'une nouvelle énergie industrieuse. Des foreuses, alimentées par le dernier carburant du générateur du Fenris, mordentaient la roche gelée, leur sifflement aigu résonnant contre les parois de la caverne. Les hommes, leur souffle formant des panaches blancs, maniant des pioches et des pelles, taillant dans la glace ancienne et le pergélisol, le cliquetis rythmique et le raclement contrastant fortement avec le silence habituel de l'Arctique. Le soldat Simon, la sueur perlant sur son front malgré la température glaciale, travaillait une foreuse à main, ses muscles douloureux. Il jeta un coup d'œil au caporal Caron, qui, avec une efficacité presque déconcertante, dégageait les débris avec une pelle à long manche, ses mouvements fluides et économiques. Le capitaine Renaud observait depuis un point d'observation improvisé, une main pressée contre la roche froide. Le docteur Valois se tenait à ses côtés, son visage maculé de poussière et de glace, examinant un échantillon géologique sous une lampe à batterie. « Remarquable, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. La stabilité de cette formation, c'est une forteresse naturelle, capitaine. » Renaud hocha simplement la tête, son regard balayant les visages déterminés de ces hommes. Ils progressaient, lentement mais sûrement, taillant les premières chambres de ce qui deviendrait leur sanctuaire. Le sergent Moreau, toujours pragmatique, s'approcha de Renaud, essuyant sa main gantée sur sa moustache hérissée. « Monsieur, les hommes sont fatigués. On les a poussés durs. Et le vent s'est levé dehors. Je n'aime pas ça. » Renaud sentit le léger tremblement dans la roche, une vibration profonde qui n'était pas due aux foreuses. « Maintiens le rythme, sergent. Nous devons établir le périmètre extérieur avant la prochaine tempête. » Les relevés météorologiques étaient préoccupants. Moreau grogna. « Préoccupant est un euphémisme, monsieur. Cet endroit a du caractère. On dirait qu'il attendait qu'on s'installe. » Le caractère se manifesta avec une rapidité terrifiante. Sans avertissement, le bourdonnement rythmique des foreuses fut soudain englouti par un rugissement monstrueux, venu de l'extérieur. Un hurlement assourdissant déchira l'air, secouant le roc même. De la poussière, délogée par les vibrations, tomba du plafond de la caverne. « Qu'est-ce que c'est, nom de Dieu ?» cria Simon, lâchant sa foreuse. L'ordre de Renaud y trancha la panique naissante. Tout le monde à l'intérieur, sécurisait l'entrée. Mais il était trop tard.
La tempête frappa comme un coup physique. Un mur de blanc s'abattit contre la bouche de la fissure, une tempête d'une fureur sans précédent. En quelques instants, la lumière pâle filtrant de l'extérieur disparut, remplacée par un gris tourbillonnant impénétrable. Le vent hurlait, un cri de banshee qui semblait vibrer dans leurs os mêmes. La température chutait, et une glace fine et piquante commençait à s'infiltrer par les plus petites fissures de la roche. Les hommes se précipitèrent, lâchant leurs outils, leurs visages marqués de peur. Le sergent Moreau lutta avec une lourde bâche en toile, essayant de la fixer sur l'entrée, mais le vent l'arracha avec une force sauvage, la déchiquetant de ses mains. « C'est inutile !» cria-t-il dans le vacarme, sa voix rauque. « C'est trop fort !» Le soldat Simon se blottit contre une paroi rocheuse, ses yeux écarquillés de terreur. « On va être enseveli !» Le docteur Valois, toujours pratique, tira Renaud à part. « Capitaine, la pression sur l'entrée, si trop de neige s'accumule, cela pourrait faire s'effondrer le surplomb. » Renaud scruta le maelstrom, son visage sombre. Déjà la neige et la glace s'empilaient, formant une congère qui grandissait rapidement et menaçait de les sceller à l'intérieur. La silhouette familière et réconfortante du Fenris, à peine visible quelques heures plus tôt, avait complètement disparu. Le camp, leur tente modeste et leur cache de provisions étaient engloutis par le blanc rageur. « Conservez le carburant !» ordonna Renaud, sa voix tendue mais ferme. « Éteignez toutes les lumières non essentielles. Préparez-vous à une longue attente. » Les hommes se blottirent de plus profondément dans la caverne, les foreuses maintenant silencieuses, remplacées par le rugissement terrifiant de la tempête. L'air devint lourd d'une crainte inexprimée. Ils étaient ensevelis, piégés non par des forces ennemies, mais par la puissance brute et indomptée de l'Arctique. Le caporal Caron, habituellement stoïque, resserra sa capuche bordée de fourrure, ses yeux lançant des regards vers l'entrée maintenant obscurcie, un aveu silencieux de la force primordiale qui venait d'affirmer sa domination. La fissure, autrefois leur refuge, ressemblait maintenant à une tombe. Chasseurs dans le froid, la tempête s'était enfin retirée, laissant derrière elle un monde sculpté à neuf en blanc, mais elle avait emporté leur bouée de sauvetage avec elle. Des semaines s'étaient écoulées pont depuis le dernier largage de ravitaillement, et les hommes, autrefois robustes et pleins de détermination, avançaient maintenant avec une lenteur délibérée, leurs visages marqués d'une maigreur éloquente. L'odeur du café, autrefois un rituel réconfortant, avait disparu, remplacé par le faible goût métallique de la faim. Renaud les observait pendant le maigre repas du soir. Un bouillon clair, à peine plus que de l'eau aromatisée, et un unique biscuit dur. Leur bavardage, habituellement bruyant après une journée de labeur, était étouffé, ponctué par le grondement creux de ventre vide. Le soldat Simon, un jeune homme à peine sorti de l'adolescence, vacilla légèrement en se levant de son siège, ses yeux perdus dans le vague. Olivier Moreau, toujours le sergent vigilant, le stabilisa d'une main ferme. Renaud ressentit le poids de leur souffrance peser sur lui. La mission, la grande ambition du Reich, semblait un concept distant, presque abstrait, face aux besoins immédiats et viscérales de nourriture. Il trouva Lucien Caron en train de dégager la glace d'un seau gelé, ses mouvements économiques, presque sauvages dans leur efficacité. Lucien, contrairement aux autres, semblait moins affecté par la faim, sa silhouette encore élancée, son regard aussi vif que jamais. « Caron, commença Renaud, sa voix basse, nous avons besoin d'une solution. Les rations ne tiendront pas une semaine de plus. » Caron marqua une pause, son souffle formant des panaches dans l'air glacial de la caverne. Il se tourna, ses yeux bleus, de la couleur de la glace des glaciers, rencontrant ceux de Renaud. « La neige est trop profonde pour les pièges, capitaine, et le petit gibier, s'il est là, sera enterré. »« Et le gros gibier » insista Renaud, bien que l'idée semblât désespérée, presque suicidaire. « Ours polaire ? Phoque ?» Une lueur de quelque chose, pas de la surprise, mais une reconnaissance sombre, traversa le visage de Caron. « Dangereux, capitaine, très dangereux. Les ours ont faim à cette période de l'année aussi. Et les phoques, ils sont durs à attraper, sauf si on connaît leur trou de respiration. » Il marqua une pause, puis ajouta « Mais ce n'est pas impossible. » « Alors nous le rendrons possible, » déclara Renaud, sa résolution se durcissant. « Vous mènerez un groupe. Choisissez vos hommes avec soin. Nous ne pouvons en épargner que quelques-uns. » Caron hocha la tête, un accord silencieux. Moreau devrait venir, il est solide. Et le soldat Henri, il a de bons yeux. Le lendemain matin, sous un ciel qui s'étendait comme une toile ininterrompue de bleu pâle, le groupe de chasse partit. Renaud, Caron, Moreau et Henri, enveloppés dans leurs fourrures les plus épaisses, devinrent de petites taches sombres contre le blanc infini. Le silence était profond, brisé seulement par le craquement de leurs bottes sur la neige compacte et le sifflement occasionnel du vent. Caron, avançant avec le silence prédateur d'un chasseur, les guida à travers la toundra gelée. Il scrutait l'horizon, sa tête tournant lentement, comme un vieux loup flairant l'air. Des heures passèrent, le froid s'infiltrant dans leurs os, malgré leurs mouvements intenses. Leur souffle gelait sur leurs barbes, formant de minuscules glaçons. Moreau marmonna dans sa barbe, «
Cet endroit est maudit, capitaine. Les esprits de la glace ne veulent pas de nous. Renaud clignora, son attention sur Caron. Le caporal s'arrêta soudain, levant une main gantée. Il pointa une légère dépression dans la neige, un trouble à peine perceptible. « Ours !» murmura-t-il, sa voix rauque. Trace fraîche, se dirigeant vers le nord, vers l'eau libre. Une tension s'enroula dans les entrailles de Renaud. La chasse n'était plus une nécessité abstraite, c'était une réalité immédiate et mortelle. Ils suivirent les traces, un processus méticuleux et laborieux. L'ours avait été massif, ses empreintes de la taille d'assiette, des indicateurs clairs de son immense puissance. L'idée d'affronter une telle créature avec leurs fusils à verrou était intimidante. Ils atteignirent le bord d'une vaste étendue gelée où la glace rencontrait l'eau sombre et tourbillonnante de l'océan Arctique. Au loin, une forme sombre bougeait, un colosse titubant de fourrure blanche contre le bleu Stark. L'ours. Il traquait quelque chose près d'une zone de glace plus fine. « Phoque !» souffla Caron, confirmant les soupçons de Renaud. Il essaie d'en attraper un à son trou de respiration. Un plan désespéré et brut se forma dans l'esprit de Renaud. Il tendrait une embuscade à l'ours pendant qu'il était distrait. Il fit signe à Moreau et Henri, indiquant leur position. Le vent, un couteau mordant, était en leur faveur, emportant leur odeur loin du prédateur inconscient. Ils rampèrent en avant, chaque pas agonisamment lent, leurs fusils prêts. Le cœur de Renaud battait contre ses côtes, un tambour frénétique contre le silence gelé. L'ours, ignorant leur approche, bondit, ses pattes massives s'écrasant sur la glace. Une forme sombre et lisse se débattit un instant, puis s'immobilisa. L'ours avait sa proie. « Maintenant !» rugit Renaud, brisant le silence avec le craquement de son fusil. Moreau et Henri suivirent, une volée de tirs résonnant à travers le paysage aride. L'ours, surpris, se dressa, un rugissement guttural déchirant sa gorge. Il était massif, bien plus grand que Renaud ne l'avait anticipé, ses yeux brûlant d'une fureur primordiale. Il commença à charger. Caron, cependant, avait retenu son tir. Alors que l'ours réduisait la distance, il visa non son corps, mais un point vulnérable. Son tir fut précis, frappant l'ours derrière l'épaule. L'animal trébucha, sa charge vacillante. Renaud tira à nouveau, puis Moreau, leurs efforts combinés abattant enfin la créature monstrueuse. Le silence revint, épais et lourd, brisé seulement par leur respiration haletante. L'ours polaire gisait étalé sur la glace, un témoignage de leur courage désespéré. À côté, le phoque, un bonus qu'il n'avait osé espérer. Renaud te regarda Caron, un aveu silencieux du tir crucial du caporal. Caron hocha simplement la tête, son visage illisible. Ils entamèrent la tâche ardue de dépecer les animaux. Un travail macabre mais empreint d'une satisfaction farouche. La viande, autrefois un fantasme lointain, était maintenant une réalité tangible, lourde et réelle dans leurs mains. Alors qu'ils traînaient et les traîneaux chargés vers la fissure, le soleil couchant peignit le ciel en teintes d'orange sanguin et de violet profond, un rappel brutal de la beauté impitoyable de leur nouveau foyer. La faim était toujours là, mais maintenant, une lueur d'espoir brute et primordiale brûlait à ses côtés. Ils avaient affronté le froid et ses habitants affamés, et pour l'instant ils avaient en survécu. Le rugissement de la montagne, le crépitement habituel de la radio à ondes courtes, compagnon constant des communiqués vitaux, s'était transformé en prélude de terreur. Claude était penché sur le récepteur dans la cabane exiguë, le vacillement erratique de la lanterne peignant des ombres monstrueuses sur les murs taillés à la va-vite. Le message, fracturé par des relais de plus en plus corrompus depuis un avant-poste norvégien, esquissait un tableau sinistre. Stalingrad était un charnier, le front de l'Est une plaie purulente. Le corps d'Afrique était en retraite. Chaque phrase terse et codée frappait comme un coup physique, intensifiant l'isolement, la gravité monumentale de leur entreprise. Il plia le message télex, son papier fin bruissant comme des feuilles sèches, et le glissa dans sa tunique. Son visage, déjà ciselé par les rigueurs arctiques, s'installa dans un masque plus profond, plus obstiné. Ici, sous le regard indifférent des étoiles polaires, il représentait le dernier bastion de l'humanité, les architectes d'un futur sanctuaire. Il localisa Simon et Moreau supervisant l'excavation d'un nouveau tunnel d'accès, un passage étroit et incliné creusant plus profondément dans le cœur de la montagne. L'air était épais de poussière de roche et d'une odeur métallique de sueur. Simon, son souffle formant des panaches dans l'air glacial, maniait une pioche avec un zèle juvénile, quoique quelque peu maladroit. Moreau, toujours pragmatique, inspectait les étançons en bois, tapant les poutres rugueuses d'une main expérimentée. « Capitaine » appela Simon, sa voix résonnant étrangement dans l'espace confiné. « On avance bien. Encore 10 mètres et on devrait croiser la fissure principale. » Alors que Simon parlait, un grondement bas vibra à travers le sol rocheux. Ce n'était pas le gémissement familier de la glace qui se déplace ou le hurlement lointain d'une tempête. C'était plus profond, plus viscéral, comme le battement lent et pondroux d'un cœur gargantuesque. La lanterne suspendue à une poutre du plafond oscilla presque imperceptiblement. Moreau se redressa, son front plissé. « Vous avez senti ça, les gars »
grogna-t-il, son ton bourru habituel remplacé par une note de respect prudent. La montagne gronde encore. Claude le sentit aussi, un tremblement qui résonnait dans ses os mêmes. Il scruta le plafond du tunnel, ses yeux plissés. Docteur Valois, avez-vous noté une activité sismique inhabituelle demanda-t-il, élevant la voix pour être entendu par-dessus le faible grondement croissant. Le docteur Valois émergea d'une chambre latérale, essuyant la poussière de son visage. Ses lunettes, poussées sur son front, révélèrent des yeux qui, même dans la pénombre, brillaient d'une curiosité presque sauvage. Seulement ce à quoi on peut s'attendre dans une région d'une telle volatilité géologique, capitaine. L'expansion et la contraction du pergélisol, les pressions immenses. C'est une entité vivante et respirante, cet endroit. Le grondement s'intensifia, un grognement guttural qui vibrait maintenant à travers leurs bottes. De la poussière commença à tomber du plafond comme une neige fine. De petits cailloux délogés de la paroi rocheuse tintèrent contre leurs casques. Simon cria, trébuchant en arrière, alors qu'un bloc plus gros de schiste se détacha et atterrit près de ses pieds. Dehors, tout le monde dehors, aboya Claude, sa voix tranchant le vacarme croissant avec une urgence qui ne tolérait aucune discussion. Ils se précipitèrent en arrière, l'air se remplissant d'un crescendo montant de gémissements et de craquements. Moreau tira un Simon aux yeux écarquillés vers l'entrée, sa large main ferme sur l'épaule du plus jeune. Juste au moment où ils dégageaient pour la bouche du tunnel, un rugissement assourdissant éclata. Le sol sous eux trembla violemment. Un nuage de roches pulvérisées et de poussière explosa de l'entrée du tunnel, emportant avec lui les restes éclatés de leurs étançons en bois. L'air s'emplit d'une odeur âcre de roches fraîchement exposées et d'un brouillard granuleux et étouffant. Quand la poussière se déposa enfin, l'entrée du nouveau tunnel avait disparu. Un mur solide de roches effondrées, des milliers de tonnes, scellaient maintenant leur progression. La montagne, semblait-il, avait rugi son mécontentement. Simon fixait la barrière impénétrable, son visage pâle sous la crasse. C'est bloqué, complètement. Un Moreau donna un coup de pied à une pierre détachée. Maudite montagne, marmonna-t-il, crachant. Elle n'a jamais aimé qu'on la tripote. Le docteur Valois, cependant, examinait déjà la paroi exposée avec une expression indéchiffrable. Le réseau de fissures est hautement instable ici, capitaine. Le pergélisol agit comme un liant, mais tout changement significatif, tout stress localisé. C'est comme construire dans une coquille d'œuf. Claude marcha jusqu'à l'entrée effondrée, passant une main gantée sur la roche froide et inflexible. Les nouvelles du front, les chances impossibles qu'il affrontait, le défi pur de l'Arctique lui-même, tout cela se fondit en un regain de détermination. La retraite n'était pas une option. La reddition était impensable. « Nous nous adaptons », déclara Claude, sa voix calme, tranchant la tension persistante. « Sergent Moreau, rassemblez tous les hommes disponibles, chaque poutre, chaque longueur d'acier. Docteur Valois, j'ai besoin de votre expertise géologique. Nous ne nous contenterons pas de consolider ce tunnel, nous le renforcerons. Nous concevrons une méthode qui le rendra plus fort que la montagne elle-même. Nous construirons une structure véritable et permanente, ancrée profondément dans la roche vivante. Cette montagne peut rugir, mais nous la ferons écouter. » Ses yeux, froids et inébranlables, rencontrèrent les leurs tour à tour. Une résolution calme et inébranlable s'installa sur le petit groupe. Le combat venait de s'intensifier. Longue nuit, espoir fuyant. L'hiver arctique s'abattit, une couverture suffocante de nuit perpétuelle qui fondait un jour dans le suivant sans distinction. Des mois s'étaient écoulés depuis que le front de l'Est s'était dissous en une tombe gelée et que le corps d'Afrique avait fondu dans le sable du désert. Des mois depuis que la montagne avait englouti leur première tentative d'entrée pour céder à leur résolution obstinée. Maintenant, le nouveau tunnel, étayé d'acier récupéré et de béton armé, serpentait plus profondément dans la terre, un témoignage de leur défi. Mais le défi était un maigre réconfort quand le soleil était un mythe oublié et que la seule lumière venait de générateurs crachotants. À l'intérieur de la chambre principale d'excavation, l'air était lourd de poussière et d'une odeur métallique de sueur. Le cliquetis rythmique des pioches et le bourdonnement bas des foreuses en haroche étaient le battement constant de leur existence. Les visages, autrefois rouges des derniers vestiges de la civilisation, étaient maintenant pâles, marqués d'ombre et du fantôme du mal du pays. Ils bougeaient avec une lassitude pratiquée, chaque homme un rouage dans une machine alimentée par un espoir déclinant et une volonté de faire. Claude Renaud-Lursault les observait, son propre visage un masque de stoïcisme, bien qu'une douleur constante pulsât derrière ses yeux. Il voyait l'éclair d'épuisement dans chaque regard détourné, l'affaissement de chaque épaule. Il connaissait les histoires dont il rêvait, la chaleur qu'il désirait. Ce soir, il essaierait de leur donner quelque chose. Pendant le maigre souper de rations réhydratées et de café tiède, Claude s'éclaircit la gorge. « Messieurs, commença-t-il, sa voix tranchant le cliquetis, désordonné des cuillères.
Une histoire, si vous permettez, à un vieux soldat. Quelques têtes se levèrent, les yeux ternes. Olivier Moreau, toujours pragmatique, grogna simplement, remuant son café. Émile Simon, cependant, s'illumina marginalement, une lueur de curiosité juvénile dans son regard fatigué. Claude se lança dans un récit d'une expédition légendaire dans les Alpes bavaroises, un conte embelli d'évasions audacieuses, d'avalanches et de la découverte d'une grotte cristalline cachée. Il tissa des histoires de camaraderie, de surmontement d'obstacles insurmontables avec esprit et courage. Il parla du goût de l'eau de source de montagnes fraîches, de l'odeur vive du pain, de la chaleur d'un feu contre un vent mordant. Il peignit un tableau vibrant, espérant allumer une étincelle de leur propre passé. Quand il finit, un silence s'installa, plus lourd qu'avant. Quelques hommes hochèrent lentement la tête, mais personne ne parla. Les images vives qu'il avait conjurées semblaient s'évanouir, englouties par la réalité oppressante de leur existence souterraine. La chaleur imaginée d'un foyer bavarois n'était pas de taille contre le froid rongeant qui s'infiltrait dans leurs os. Émile, qui avait été écouté attentivement, finit par sortir un portefeuille en cuir usé de sa tunique. Il déplia soigneusement une photographie froissée. Une femme aux yeux bienveillants et un enfant au sourire édenté, debout dans un jardin baigné de soleil. Son pouce traça les bords, une lamentation silencieuse. Olivier, observant la scène, tapa une main sur l'épaule d'un jeune soldat qui s'était affalé contre la paroi rocheuse, les yeux fermés. « Debout, soldat !» La voix d'Olivier était de bourru, mais sans vraie malice. « Cette montagne ne dort pas, et nous non plus. On a un calendrier à respecter, un sanctuaire à construire. » Il lança un regard pointé à Émile. « Rêvasser ne coupera pas la roche, Simon. Retourne-y. » Émile tressaillit, rangeant la photographie avec un soupir qui semblait porter le poids de la nuit sans fin. Il reprit sa pioche, le bruit sourd contre la roche, un écho monotone de son esprit déclinant. Claude observa tout cela, la lutte silencieuse qui se jouait devant lui. Il comprenait la dureté d'Olivier. La discipline était le dernier bastion contre le chaos dans cet endroit désolé. Mais il ressentait aussi le désir d'Émile, une nerve exposée et crue. Il connaissait le fardeau du commandement, qui signifiait sacrifier son propre réconfort pour l'illusion de force, la bataille constante contre les vrilles rampantes du désespoir. Le tunnel grandissait, pouce par pouce laborieux, un témoignage de leur refus pur et simple de capituler. Mais le coup était évident dans les visages émaciés, les yeux creux, le silence croissant. La camaraderie, autrefois si robuste, avait été érodée par le broyage incessant, remplacée par une misère, partagée et silencieuse. L'espoir, réalisa-t-il, était une ressource finie, et dans la nuit perpétuelle de l'Arctique, il s'éteignait lentement mais sûrement. Il construisait un sanctuaire, oui, mais à quel prix pour les hommes qui peinaient avançant dans son ombre? Claude repoussa la pensée. Il n'y avait pas de retour en arrière, pas maintenant. Jamais. Course. Contre le déglacé, le premier gémissement résonna à travers le pergélisol, un soupir profond et résonnant qui vibra à travers le roc même de leur fjord caché. Ce n'était pas le cri familier du vent ou le craquement grinçant de la neige qui se tasse, mais quelque chose de bien plus primal, un son né d'une pression immense et d'une libération imminente. Claude, émergeant de l'entrée partiellement achevée du bunker, le sentit dans ses dents, un tremblement qui remontait de la plante de ses bottes. Il balaya du regard la vaste étendue blanche du fjord, maintenant baignée d'une lumière pâle et renforcée qui annonçait la lente montée du soleil. La colossale calotte glaciaire qui avait été leur bouclier impénétrable tout l'hiver commençait sa reddition réticente. Une fissure capillaire, à peine visible au début, serpentait à travers la surface gelée du fjord à 1 kilomètre de distance, puis une autre se ramifiant comme un éclair. Le gémissement s'intensifia, un chœur de plaintes profondes et résonnantes, ponctué de craquements nets comme des coups de pistolet qui résonnaient contre les falaises imposantes. L'Arctique, après son long sommeil silencieux, se réveillait avec vengeance. Sergent Moreau, la voix de Claude, habituellement un grondement bas d'autorité, portait une nouvelle arrête plus acérée. « Nous devons accélérer. Double quart, 24 heures sur 24. Ce dégel ne nous attendra pas. » Moreau, essuyant une goutte de sueur de son front avec une main crasseuse, regarda vers le fjord avec une grimace. « Oui, capitaine, la vieille sorcière s'agite. J'ai toujours su qu'elle avait du tempérament, celle-là. » Il cracha dans la neige, un geste de défi contre les forces écrasantes de la nature. « Mais les hommes sont épuisés, capitaine, et nos réserves de carburant sont précisément pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de ralentir, » le coupa Claude, son regard fixé sur la glace qui se fracturait. Si ce fjord se brise avant que le bunker ne soit scellé, notre position était compromise. Tout ce pourquoi nous avons travaillé, tout ce que nous avons sacrifié, sera pour rien. L'urgence dans la voix de Claude était indéniable. Un départ stark de son calme mesuré habituel. Elle alluma une étincelle chez les hommes épuisés. Émile Simon, son visage maculé de suie et de poussière de béton, échangea un regard écarquillé avec Lucien Caron qui grogna simplement, ses yeux plissés sur la glace mouvante.
Même le docteur Valois, habituellement absorbé par ces relevés géologiques, émergea de l'intérieur, attiré par les tremblements réverbérants. Son esprit analytique saisit immédiatement les implications. Capitaine Renaud, l'eau de fonte sera considérable, déclara-t-elle, sa voix nette et dépourvue d'émotion. La stabilité de la roche au-dessus de la fissure pourrait être affectée. Nous devons renforcer le puits des principales avec des étançons supplémentaires, et vite, avant que la pression n'augmente. Compris, docteur, affirma Claude, se tournant déjà vers une équipe luttant avec une lourde poutre d'acier. Moreau, réaffectez 2 équipes pour renforcer le puits supérieur. Simon, vous êtes avec eux. Caron, surveillez le bord du fjord. Signalez tout changement significatif immédiatement. Le travail prit un rythme fiévreux. Le clang des marteaux sur l'acier, le sifflement des foreuses mordant la roche et le versement rythmique du béton devinrent une symphonie relentless de désespoir. Les hommes bougeaient comme des automates, alimentés par des rations maigres et la résolution inébranlable du capitaine. L'épuisement était un compagnon constant, mais la menace d'exposition de leur sanctuaire englouti par le printemps naissant les poussait en avant. La forme finale du bunker commença à émerger de la roche brute. D'épaisses plaques d'acier, luttées en place par des muscles tendus et les câbles grinçants de leur machinerie vieillissante, formèrent la coque intérieure de la chambre principale. Le béton, mélangé avec un soin méticuleux dans l'air glacial, fut coulé dans les interstices, créant une forteresse imprenable au sein de la terre. L'air à l'intérieur de l'excavation était épais d'odeurs de terre humide, de béton frais et d'une pointe métallique de sueur. Claude était partout, supervisant, assistant, soulevant, sa présence une ancre silencieuse contre le chaos envahissant. Il parlait rarement, mais ses yeux, vifs et intenses, ne manquaient en rien. Il voyait le tremblement dans la main d'un homme, l'affaissement d'une épaule, le regard vitreux de la fatigue. Pourtant il les poussait, sachant que le coup de l'échec était bien plus grand que toute souffrance présente. Un soir, alors que le crépuscule perpétuel du printemps arctique projetait de longues ombres bleues sur le fjord, un craquement particulièrement violent déchira l'air. Une section de la calotte glaciaire, un segment de la taille d'un petit village, se détacha visiblement et commença à dériver. Un présage sinistre du déluge à venir. Le son de l'eau, d'abord un filet, puis un écoulement, devint audible sous la glace. Moreau passa une main sur ses cheveux coupés courts, son bourru habituel remplacé par une rare lueur de peur. « Capitaine, ça se disloque plus vite que prévu. On ne tiendra peut-être pas. » Claude regarda la glace tourbillonnante et gémissante, puis revint à l'entrée à moitié achevée du bunker. Le cadre de la porte en acier était en place, les charnières massives attendant la dernière dalle colossale de métal. « Nous tiendrons, sergent, dit-il, sa voix plate, résolue. Chaque homme contribuera jusqu'au dernier boulon serré. Ce sanctuaire sera achevé. Et sous le ciel impitoyable, avec le sol même tremblant sous leurs pieds, ils travaillèrent. Une course contre le dégel, contre le temps lui-même, pour arracher une parcelle d'espoir dans un monde qui s'effondrait autour d'eux. Le fantôme dans la glace, le clang d'une clé tombée, résonna Sharply à travers la chambre caverneuse, une ponctuation Stark dans la symphonie relentless de la construction. Claude observait, sentinelle silencieuse, alors que le dernier bras hydraulique pour le portail principal était hissé en place. Des étincelles jaillirent du chalumeau du soudeur, illuminant momentanément la crasse et l'épuisement gravés sur les visages de ces hommes. Leur mouvement était un lent, délibéré. Chaque coup de marteau, chaque tour de boulon, un témoignage de mois de labeur brutal. L'air, épais d'une odeur métallique d'ozone et de sueur, bourdonnait de l'énergie tendue d'une tâche proche de son terme. Il passa une main gantée sur le mur de béton, armé froid à côté de lui, sentant les vibrations subtiles du travail. Cette forteresse taillée dans la roche impitoyable de l'Arctique était plus qu'un abri. C'était un pari désespéré, un dernier réduit contre un monde au bord du gouffre. Chaque ressource, chaque goutte de carburant, chaque calorie de leur ration déclinante avait été versée dans sa création. Maintenant, alors que les dernières soudures se solidifiaient autour du cadre d'acier massif, une tension différente s'installa. Ce n'était pas l'urgence de la construction, mais le poids calme et profond de l'achèvement. Un cri guttural de triomphe jaillit de la petite équipe installant le mécanisme de verrouillage final. L'ingénieur en chef, un homme émacié nommé Bertrand, dont les yeux avaient depuis longtemps perdu leur éclat juvénile, se tourna vers Claude, un sourire las fendant ses lèvres gercées. « Terminé, capitaine, toutes les liaisons sécurisées. Prêt à sceller. » Claude hocha la tête, son expression illisible. « Exécuté. » L'ordre fut suivi d'un moment d'animation suspendue. Puis, avec un gémissement bas qui résonna à travers le roc même, la colossale porte d'acier entama son voyage lent et inexorable. Les engrenages grincèrent, les hydrauliques sifflèrent, et la pression d'air dans le bunker changea subtilement. La lumière de la vaste ouverture, qui avait si longtemps illuminé leur labeur, commença à reculer, rétrécissant en une fente, puis une fente plus fine. Des particules de poussière dansaient dans la lumière déclinante, exécutant un ballet final et éthéré. Un dernier tude,
résonna à travers la chambre, secouant le sol sous leurs pieds. Le son n'était pas simplement la fermeture d'une porte, c'était le scellage d'un destin, la fin définitive d'un chapitre et le début terrifiant d'un autre. Le silence descendit, épais et absolu, brisé seulement par la respiration haletante des hommes et le bourdonnement lointain, presque imperceptible, du système de ventilation nouvellement activé. Ils étaient à l'intérieur, scellés. Claude marcha à travers les couloirs maintenant silencieux, ses pas résonnant creux sur le béton. Le bunker était immense, un labyrinthe de murs renforcés et de machinerie complexe. Les baies de stockage, maintenant presque vides, s'étendaient dans la pénombre. Il passa devant la salle des générateurs, ses moteurs massifs attendant le signal pour rugir à la vie, et le centre de communication, un nid d'équipement dormant. Chaque espace parlait de préparation, d'un futur qu'il espérait ne jamais pleinement matérialiser. Il se retrouva sur la plateforme d'observation principale, une petite salle circulaire avec une unique vitre épaisse à l'épreuve des balles donnant sur l'étendue arctique. La vue était à couper le souffle, même maintenant. La glace qui avait menacé de les consumer s'étendait, une vaste toile ondulante blanche sous un ciel de la couleur de prune meurtrie. Le soleil couchant projetait de longues ombres squelettiques sur le paysage gelé, peignant la scène en teintes de violet et de bleu profond. Seul dans le silence froid, Claude laissa son regard errer sur l'horizon. Il pensa aux hommes qui avaient empéri, engloutis par des tempêtes, écrasés par des glaces qui s'effondraient ou simplement succombés au froid relentless. Il pensa aux ordres désespérés de Berlin, à la course frénétique pour trouver cette fissure cachée, cet impossible sanctuaire. Il l'avait construit. Un fantôme dans la glace, un monument silencieux à un commandement désespéré. Alors que les dernières lueurs du jour saignaient tant du ciel, un faible point apparut à l'horizon. Il grandit, lentement mais régulièrement, se résolvant en la silhouette immistakable d'un navire de ravitaillement. Il fendait la glace qui fondait rapidement, un puissant brise-glace traçant un chemin à travers le fjord de plus en plus traître. La vue était un symbole puissant de connexion, une bouée de sauvetage fragile vers un monde dont il venait de se sceller. Claude l'observa approcher, une figure solitaire encadrée contre l'immense toile de la nuit arctique. Sa mission, en un sens, était accomplie. Le bunker se dressait, imprenable, un témoignage de sa volonté et de l'esprit inébranlable de ses hommes. Pourtant, alors que le navire se rapprochait, ses puissants projecteurs perçant la pénombre, il ne ressentit aucune exaltation, seulement un profond sentiment d'isolement. Ils étaient en sécurité, pour l'instant. Mais pourquoi s'étaient-ils sauvés ? Et qu'est-ce qui les attendrait quand le monde extérieur finirait par s'effondrer ? Les questions flottaient dans l'air froid, sans réponse, alors que le fantôme dans la glace se préparait à recevoir ses premiers visiteurs.